ce kan hamrayitin Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. La grève des transports cette semaine et ses conséquences très lourdes. Le pays presque à l'arrêt pendant cette grève, un pays attristé par la disparition vendredi de Lamine Diack, l'ancien secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, qui fut également député, mais aussi maire de Dakar. Lamine Diack, président de la Confédération africaine d'athlétisme avant de diriger la Fédération internationale Li2AF. Bonjour, Ahmed Khalifa Niasse. Bonjour, Babacar. Un souvenir de Lamine Diack? Oui, on s'est parlé il y a quelques jours. On s'est parlé très souvent, surtout après les problèmes qu'on lui a créés, je pense. Aujourd'hui, je récite une Fatiha pour le repos de son âme et que Dieu l'a agréé parmi les siens. Oui, la fin de sa carrière de dirigeant a été marquée par l'affaire de corruption qui a permis à la Russie de discipliner des cas de dopage, affaire dans laquelle il a été condamné par la justice française qui s'était saisie du dossier parce que le président de l'IAF, il a résidence à Monaco, condamnation à 4 ans de prison dans 2 fermes. Ses avocats avaient fait appel de la décision, mais aucune date n'avait été retenue pour la tenue du procès en appel. Lamine Diack a pu toutefois rentrer au Sénégal au mois de mai dernier, après avoir été bloqué en France pendant quelques années. Ahmed Khalifa Niasse, beaucoup de Sénégalais estiment que dans cette affaire, comme vous semblez le dire, Lamine Diack est plutôt une victime et non un coupable. Oui, le délit de faciès ne s'arrête pas que dans la rue. Il y a toujours un délit de faciès. Lorsque votre couleur, souvent, vous joue des tours, lorsque vous montez très haut dans le système occidental. C'est un système occidental qui n'a pas été fait pour nous. Alors, lorsqu'on l'esclade, il y a toujours un risque comme celui d'Icare, qui s'est trop approché du soleil. Et donc, peut-être que lui s'est trop approché du mauvais côté du système, au point qu'on l'ait précipité vers le gouffre. Nous savons tous que le système occidental est toujours un couteau à double tranchant. Et pourtant, il avait terminé ses mandats. Pourquoi? Oui, mais c'est en ce moment-là qu'on sanctionne ou qu'on sanctionne dans l'autre sens. Ou vous êtes prix Nobel, ou prix de quelque chose, décoré, ou alors abhorré. Oui. Vous pensez qu'il a eu le même sort que Amadou Mahtar Mbow, directeur général de l'UNESCO? Par exemple. Même si ce ne sont pas les mêmes choses. Bien que pour Amadou Mahtar Mbow, il y avait une forte protection, seul du Maroc de Hassan II, parce qu'il a créé l'académie présidée par Hassan II et tout. Et donc, n'eût été cela, il aurait été également traîné dans la boue. Oui. Vous parlez du système occidental qui ne réussit pas aux Noirs. Il n'est pas fait pour nous. Nous n'avons pas créé notre système. Cela n'arrive par exemple pas aux Russes, pas aux Chinois, pas aux autres. Et pourquoi pourtant... Non, mais c'est un système raciste, anti-islamique, anti-noir, anti-africain, anti-je ne sais quoi. C'est comme ça. Parce que, vous savez, et puis n'oubliez pas qu'au Sénégal, on a utilisé des chaudières, qu'on a pris des humains, qu'on les a précipités dans de grosses chaudières vivants. Et donc, toutes les atrocités, toutes les sauvageries ont été pratiquées ici.
À quelle fin? Par qui? Par le colonisateur français, toujours le même. Ceux qui sont en Martinique, en Guadeloupe, ou même dans les anciennes colonies françaises aujourd'hui qui font partie des États-Unis, mais la Louisiane et tous les autres, on a pris des gens libres au Sénégal, on les a amenés là-bas. C'est ça, c'est-à-dire que la colonisation continue sous des formes diverses, elle aussi se modernise. Est-ce que vous diriez la même chose en football avec les Africains qu'on empêche, selon certains, de remporter le Ballon d'Or? Le cas Edouard Mendy, le gardien de but du Sénégal, Oui. qui n'a pas été récompensé. Vous savez ce qui s'est passé au Japon a fait marquer un tournant dans le football en tant que compétition. Quand le Sénégal a battu la France, ça a créé un tremblement de terre. Tous les Européens se sont réunis pour dire qu'ils sont médiocres chez eux, ils ne sont bien que lorsque nous, on les entraîne, qu'on les nourrit, qu'on les paye, il faut qu'ils arrêtent de jouer contre nous. Et ça a été arrêté là-bas. Vous savez, il n'y a pas photo, le Conseil de sécurité. Aucun pays noir de l'Afrique ne sera jamais membre. Membre permanent. C'est ça, sinon ça n'a pas de sens. Parce que membre non permanent, c'est un membre de nom seulement. C'est avoir le nom de membre sans être membre. Parce que le membre qui ne décide pas, ne décide pas. Et pourtant, vous dites que le système occidental, les systèmes d'ailleurs, ne réussissent pas aux Noirs. Et pourtant, vous parlez du Conseil de sécurité de l'ONU, un Africain a pourtant dirigé cette organisation, a fait ses mandats, il est parti sans souci, Kofi Annan. Oui, Kofi Annan, Bruce Ghali. Boutros Ghali, par exemple. Oui, c'est un Africain aussi, et un chrétien en plus. Bon, mais disons que c'est ça la règle. Il peut y avoir quelquefois des exceptions ou une exception. Les Africains, nous n'avons pas créé notre système. Les Chinois, par exemple, ont leur système. Pourquoi la CPI ne convoque jamais un Chinois, ni un Russe, ni un Américain des États-Unis? Parce que les Américains n'ont pas ratifié. Ni un Canadien, ni un Canadien. Ils n'ont pas ratifié, c'est aussi simple que ça. Ils n'ont pas ratifié quoi? La convention qui instaure la CPI. Je ne parle pas de la CPI. Mais ce n'est que la CPI est un tribunal raciste qui ne sévit que contre les nègres. Il n'y a même jamais un Africain du Nord qui a emmerdé. L'exception Kadhafi est là. Vous parlez de système occidental, de système chinois. Et non, c'est que je dis par le système chinois, un système assez fort et assez riche. Est-ce que l'Afrique... Les Occidentaux n'ont appris à respecter que les forts et les riches. C'est tout. Même du temps des Romains, les bons gladiateurs nègres, on les nourrissait, on les payait, on les mariait même. Alors, donne aussi l'Afrique un jour, elle aura son propre système qu'elle va imposer à tout le monde. Moi, aussi. j'ai dit qu'elle ne l'a pas encore. Est-ce qu'elle l'aura un jour? La supputation sur l'avenir, c'est pas mon rôle. Je laisse ça aux Est-ce qu'il y a des jalons qui sont posés au moins vers ça? Timidement, mais la précipitation peut toujours. Nous, quand on était plus jeunes, on donnait comme exemple de pauvreté la Chine et surtout Calcutta, c'est-à-dire l'Inde. Aujourd'hui, presque la moitié de l'humanité, en tout cas le tiers. Mais ils sont partis de rien. Savez-vous que le Sénégal était plus avancé que la Turquie, la Corée du Sud, il était au niveau du Japon. Qui l'aurait cru aujourd'hui? Nous, on marche à reculons. Hier, on est revenu à la charrette, y compris la charrette anesque. Et pendant la grève des transports. Oui, hier. On est revenu du car rapide qui est déjà l'autre bout
en arrière pour monter sur la charrette anesque. Ça signifie quoi? Tiré par un âne. L'expression anesque. Oui, non, il n'y a pas de problème pour l'adjectif. Je veux dire, vous donniez quelle signification à ce symbole-là, la grève des transports et les gens qui en prennent les charrettes? Je veux dire que nous sommes toujours à deux doigts de tomber de travers. Toujours. Même ce que nous avons qui est déjà médiocre peut toujours devenir le meilleur par rapport à un médiocre qui attend. C'est la faute à qui tout cela? C'est la faute à l'histoire. À l'histoire, parce qu'à un moment donné, l'Afrique est un paradis terrestre. Parce que seul en Afrique, on peut vivre 100 ans sans rien faire, tout en étant bien servi au point de vue nourriture. Vous mangez des produits frais, des légumes frais, des fruits frais, vous avez du poisson au bout du marécage, vous avez beaucoup de choses à portée de main qui vous permettent de vous nourrir, de vous habiller et tout et tout. Vous n'avez pas besoin de voyager trop loin parce que tout est concentré sur place. C'est ça, l'Afrique en réalité est un paradis qu'on est en train de transformer en enfer pour nous le reprendre peut-être plus tard. Ouais, aujourd'hui, l'Afrique est toujours partagée entre les Occidentaux, y compris aujourd'hui la Chine qui joue à jeu égal avec l'Occident. La Turquie qui joue les troubles faits. Aujourd'hui, le sommet Chine-Afrique se tient à Dakar. Oui, la semaine dernière. Et la France n'aurait jamais... Le sommet arrive, le forum c'était la semaine dernière. Je veux dire que la France n'aurait jamais laissé faire, n'eût été l'affaire des sous-marins australiens. La commande... Non, parce que elle a oui. été vexée. Oui. Et c'est que laisser les Chinois entrer en territoire français, entre guillemets, français d'outre-mer, fâche du côté de Washington. Et c'est pourquoi on a autorisé qui, vous savez, pour abriter l'inabritable sommet. Vous avez dit tout à l'heure que les problèmes de l'Afrique, la faute à l'histoire et la part de responsabilité des contemporains, toutes générations confondues. A-t-on une responsabilité lorsque ce qu'on nous demande de gérer nous dépasse? La question se pose. Je connais bien des chefs d'État africains à qui il arrive de vous dire que même savent qu'ils sont manipulés, mais malgré eux, qu'ils ne peuvent rien. Qu'ils ne peuvent rien. Qu'est-ce qu'un échaudé? On a vu Abdoulaye Wade résister un peu aux différentes vagues des Occidentaux en diversifiant le partenariat du Sénégal au plan international, les partenariats. Et Macky Sall alors, quelle est l'analyse que vous faites de son attitude, de sa vision des relations entre le Sénégal et les autres? D'abord, pour Abdoulaye Wade, je vais donc vous faire une révélation en prime. 3 ans après, avant 2012, Abdoulaye Wade a reçu la notification qu'il ne va plus rempiler et qu'il perdra des élections de toute façon. Qu'on fera des difficultés pour qu'il ne puisse pas se représenter. Et même s'il arrivait à franchir cela, qu'il aurait quand même perdu des élections. J'étais à côté de lui quand on lui a dit. Savez-vous pourquoi? Qui a envoyé cette notification? La France. Clairement? Oui. Nicolas Sarkozy? Non. Oui, enfin, quelqu'un qui était à côté de lui. Qui était son mentor, ce qu'on appelle, les Américains appellent le Brain Trust. Bon, on l'a appris devant moi, j'étais là, il a mis le haut-parleur, j'ai compris. Mais savez-vous pourquoi
parce qu'il voulait quitter la zone CFA et créer une monnaie en Afrique occidentale. Et il était en accord avec la présidente Sirleaf Du du Libéria. Libéria et d'autres de la zone. Et on l'a trouvé trop dangereux pour garder la maison pour le compte de la France. Ça, je peux vous dire, c'est une information avérée. Je crois qu'il a pris note pour ces livres qui sont en train d'être... Et quand la France vous dit ça, vous n'avez plus rien à faire que d'attendre votre chute? Non, il a fait ce qu'il pouvait, mais il ne pouvait pas faire grand-chose. Et jusqu'à présent, la France peut décider de faire tomber un président? Tous les présidents, eux-mêmes le savent. Il n'y a aucun président de Dakar à Brazzaville qui ne craint pas si il reçoit un coup de fil de 2-3 minutes, que oui, savez-vous, par exemple, Compaoré. Il a reçu, d'ailleurs, François Hollande lui a dit. Il lui a dit qu'il y a une vie après le pouvoir. Il n'a pas voulu l'écouter. Bon, enfin, c'est eux qui lui avaient demandé de remplir, mais c'est eux qui lui ont dit, maintenant ça suffit. Donc c'est pas que... Bon, lui, il était vraiment parmi les dociles. Il est venu au pouvoir grâce au Houphouët-Boigny. Bon... il y a un côté que je vais taire parce que qui concerne son rôle dans Sankara, mais il y a des pays insoupçonnés qui ont participé à cela. Mais cela, le moment venu, on en parlera. Mais en tout cas... Et pour l'actuel président Roch-Marc Christian Kaboré et les difficultés de sécurité dans ce pays-là, vous soupçonnez une main étrangère aussi dans cette déstabilisation apparente du Burkina Faso actuellement? Vous savez, lorsque vous laissez l'eau, vous mettez de l'eau tiède dans votre bouilloire, vous revenez pour l'utiliser et qu'elle est si chaude qu'elle vous brûle, c'est pas l'eau qui s'est auto-chauffée. Il y a toujours quelqu'un qui chauffe l'eau pour que l'eau soit chaude. C'est assez dit. Vous affirmez que c'est la France qui tire les ficelles concernant le maintien au pouvoir ou pas des chefs d'État d'Afrique. Oui. Qu'est-ce que vous pensez Même le président de Guinée équatoriale avait reçu la même notification WAD, mais comme il sait que les Occidentaux sont corrompus, il les a corrompus pour se maintenir avec sa famille. Il les a corrompus. Et pour vous, pour 2024, qu'est-ce que la France va penser du Sénégal et de cette élection présidentielle? Macky Sall, qu'il se maintienne au pouvoir ou qu'il cède la place? Non, vous savez, Babacar, ne me demandez pas ce que la France pense. La France ne pense pas, elle fait ce qu'elle veut. Elle va faire quoi en 2024 alors? Ah, je n'en sais rien, je ne suis pas le porte-parole de la France. Le retour du poste de Premier ministre au Sénégal, après sa suppression il y a plus de 2 ans par Macky Sall, qui va saisir l'Assemblée nationale d'ailleurs la semaine prochaine. Le projet de loi va arriver sur la table des députés. Quelles sont, selon vous, les réelles intentions de Macky Sall dans cette décision de faire revenir la primature? Bon, vous savez, les gens aiment les formes. Mais dans un régime présidentiel, il n'y a qu'un décisionnaire. Il n'y a qu'une personne qui peut prendre les décisions. C'est le président élu. Le Premier ministre, dans notre système, équivaut à un secrétaire général du gouvernement. Inutile alors pour vous? Dites-moi ce que le PM au Sénégal peut faire si le président n'est pas d'accord. Avant, c'était possible. Quand Mamadou Dia était là, quand le Premier ministre était chef de l'exécutif, oui. Mais cette primature ne l'est que de nom. Le Premier ministre est un ministre sans portefeuille, mais coordonnateur des ministres dotés de portefeuille. C'est ça la réalité. Sans pouvoir. Sans pouvoir, c'est quelqu'un qui est là, comme
vous avez ici un directeur. Mais ce directeur-là, il peut renvoyer personne si le proprio n'est pas d'accord. Ni recruter un poste important si le proprio n'est pas d'accord. C'est aussi simple que ça. Mais les rôles que tiennent les premiers ministres ou les directeurs, puisque vous donnez cet exemple-là, sont importants. La coordination, il ne faut pas minimiser. C'est important, non? Mais la coordination pour le compte d'autrui. Avec des pouvoirs limités, dans le cadre de la Sinon, primature. on ne serait pas coordonnateur. Le président n'est pas coordonne, mais c'est pas une casquette pour lui. Mais alors pourquoi Macky Sall il fait revenir ce poste? C'était la question d'ailleurs. Non, parce que dans les pouvoirs mouchoirs de poche, comme c'est le cas du Sénégal, le Sénégal ne devrait jamais être un État. C'est l'ancienne AOF qui devrait être un État, comme le Nigeria. Une fédération. Un État. Avec un État, Un État fédéral, confédéral, unitaire, tout ce que vous voulez. Des États-Unis. Des États-Unis. Un État. Je dis un État. Je sais bien ce que j'ai dit. Oui. Ouais. Les Belges ont laissé l'équivalent de l'AOF, c'est le Zaïre, Rwanda, Burundi. Les Portugais ont laissé Portugal, Mozambique, tout le tralala. Angola. Oui, c'est ça. Angola, Mozambique, etc. Bon, les Anglais ont surtout laissé le Nigeria. Mais savez-vous que la France a empêché l'Afrique de s'unir parce que de Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie, et puis jusqu'au lac Tchad avec le Niger, ensuite le Tchad, le Cameroun, jusqu'au Congo-Brazzaville, vous savez que de l'Afrique, de la mer Méditerranéenne à la zone des Grands Lacs. À Brazzaville, Oui. non, au grand fleuve Congo, Oui. tout ça c'est français. Vous passez d'un pays à l'autre. Ça aurait pu être la mouture d'une grosse Afrique, sinon d'une grande Afrique. Mais ils ont saboté ça. Ils ont divisé leur colonie en colonies différentes les unes des autres. Et sans doute alors la fédération du Mali, ils ont fait éclater Mais absolument. quand le fédération du Sénégal et le Mali ont décidé d'être Non, d'abord, ce n'était pas comme ça. C'était le Bénin, Dahomey. oui, le Bénin, devenu Bénin, le Dahomey, le Mali, la Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Et on a poussé les gens par le système Focar à se désister jusqu'à ce qu'il ne reste que Modibo Keïta. Et Modibo Keïta, les Français ont fait un traquenard pour l'humilier et l'amener en prison. C'est un peu du Lamine Diack dans un domaine différent. Léopold Senghor aussi a décidé d'opérer la rupture aussi. Non, Léopold Senghor se respectait parce que il a appartenu au système occidental parce que déjà il avait été à l'école de Gazobille pour devenir prêtre. Et donc, c'est déjà un lien, parce que la France s'est toujours comportée comme la fille aînée de l'Église. Donc, même s'il y a eu la révolution de 1889, ne voulez pas que la papauté ait comme siège Avignon pendant assez longtemps. Donc, tout cela ne fait qu'un, en réalité. En réalité, ça ne fait qu'un. Ils ont créé une nouvelle religion, c'est la laïcité. Pas en réalité une religion. En tout cas, elle en a tous les attributs. Le nom peut-être pas, mais elle en a tous les attributs. Elle a ses interdits, elle a ses recommandations, elle a ses bénédictions, elle a ses malédictions, comme toutes les religions. Et cette France-là qui pourrait se voir dirigée par des extrémistes de droite surtout, Marine Le Pen, Éric Zemmour,
Et l'Afrique dans tout cela, quand cela va arriver un Oui, jour. mais le France aussi, le pays des épouvantails. C'est que la France veut se faire peur à elle-même. Peur à elle-même. Parce que cette extrême droite dont nous fait peur, elle a déjà régné en Autriche. Ça n'a rien changé. Elle règne dans certains bourgs de l'Allemagne. Ainsi de suite. Ne me dites pas que l'Angleterre est dirigée à gauche. Même si le Parti travailliste qui est majoritaire. Il y a toujours une politique raciste et coloniale des Anglais. Anti-musulmans, depuis le cœur de Lyon, depuis les croisades. Voilà. Donc, ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Comme Lamine avait dit, on n'arrête pas la mer avec ses bras. Je crois que c'est peut-être la chose que ici tout le monde doit adopter. Et puis, même l'opposition n'est pas capable de faire de l'opposition. Ils font du mati-vu, du tape à l'œil. C'est du mot tape à l'œil que la Wolof a déformé pour du tape à l'œil. Donc, on va dans un stade, on va louer des gens, on va se faire applaudir. Et puis après le lendemain, mais on n'a aucun militant, aucun votant. C'est-à-dire que le vote, c'est une machine. Cette machine est toujours alimentée, et si puissante, qu'elle est toujours alimentée par l'État. Depuis toujours. Le parti qui gouverne aujourd'hui, dès qu'il perd le pouvoir, le nombre de ses députés passe divisé par 10, il ne garde que le 10e de ce qu'il avait le lendemain. C'était le cas du parti de l'UPS-PS, c'était le cas du PDS. Demain, ce sera le cas de la paire. Vous n'aviez pas répondu à la question Laquelle? Sur les réelles motivations de Macky Sall. Vous savez, moi, il y a des choses que je laisse à Madame Soleil. Je ne sais pas s'il y en a une au Sénégal. Mais je ne vais pas jouer ce rôle-là. Je ne fais pas de prédication. Et vous lui conseillez quoi? Je ne lui conseille rien du tout. Il sait bien ce qu'il fait. Il le sait mieux que moi. Ce n'est pas moi qui l'ai conseillé pour qu'il vienne au pouvoir. Macky Sall est un grand garçon avec un G majuscule. Absolument. 60 ans aujourd'hui. Oui. Ahmed Khalifa Niasse, vous parliez de l'opposition, on parlait du président de la République. Sa coalition Benno Bokk Yakaar, on s'achemine vers des élections territoriales en janvier 2022, dans un peu plus d'1 mois et demi. Mais déjà, le chemin qui mène à ces élections-là est parchemin d'épisodes tendus. Là, je peux dire ma pensée. Je crois qu'actuellement, Macky Sall, son parti et ses partis dominent de manière presque éhontée. Il contrôle tout. C'est que la machine électorale. Mais, et ça, vraiment, c'est un message que je lui destine, parce que je n'arrive pas à le joindre au téléphone. C'est un ami, mais il vous appelle quand il veut. Et quand il ne vous appelle pas, son injoignabilité est d'ailleurs devenue vraiment légendaire. Mais il y a un risque. Vous faites en même temps un appel du pied, là? Non, moi je ne suis pas de ce genre qui fait appel du pied. Vous savez, moi j'ai 75 ans. À 75 ans, on se considère comme bon à rien, sauf exception. Mais j'ai dit, mon analyse voit une seule faille qui peut faire qu'il perde les locales et toutes les élections suivantes avec. C'est quoi ce que vous craignez pour lui? Cette chose ne vient pas de lui, de sa gestion ou de sa carrure ou de sa manière de faire. Mais
de l'environnement politique mondial, disons de la géopolitique mondiale. Vous savez que si Biden n'avait pas fait des sur-efforts, aujourd'hui, l'essence ici à Dakar aurait franchi le seuil de 1000 francs, voire même de 1500. Mais il y a toujours des risques pour que l'essence coûte 2000 francs le litre. C'est des risques. Vous parlez des facteurs exogènes. C'est des facteurs exogènes qui sont basés sur l'économie, évidemment, mais lorsque, parce que qui dit l'énergie très chère parle d'inflation, les Sénégalais sont si pauvres qu'ils ne peuvent même pas vivre sous la déflation, a fortiori sur l'inflation. C'est que les gens tirent. Vous savez, mais les énergies coûtent déjà cher. Le plan national du Sénégal n'est plus le Tchéboudienne, mais l'Andam Membourou. Vous connaissez ça? Pour vous, c'est assez indicateur du pouvoir d'achat actuel du Sénégalais. Oui. Vous pensez que les chocs exogènes, les crises mondiales vont ébranler tous les systèmes africains? Oui, oui. Surtout le système sénégalais qui n'a pas assez développé son agriculture. Les événements de mars montrent-ils cela? Oui, les événements de mars étaient un accident de l'histoire. C'est un accident de l'histoire. Une affaire qui pouvait être banale a été mal conduite et donc le verre s'est cassé. Il ne devrait pas. Si ce verre-là est au milieu, il ne va jamais se casser. Mais s'il est là, il suffit qu'on le touche par une adversaire et puis tac, on n'a plus de verre. Le Sénégal a failli verser dans le chaos à cause d'une... Voilà. En tout cas, la responsabilité de ce qui s'est passé en mars se trouve du côté du gouvernement. On a mal manipulé une machine et il y a un retour de manuel. Si je vous parlais de manipulation, ça veut dire que Manipuler, je veux dire conduire. Oui. Mais manipuler à tout point de vue. Oui, à tout point de vue. Oui. Sur le fond et la forme. Est-ce qu'il y a eu, dans le fond, manipulation dans cette affaire qui a conduit à ces événements violents qui ont fait une quinzaine de morts presque? Oui. J'ai dit que ce que le président Macky Sall, qui est le plus intelligent de son équipe, il arrive quelquefois que le plus intelligent de l'équipe soit de l'autre côté, mais dans le groupe, mais pas forcément à la tête. Le président Macky Sall est le plus intelligent de l'équipe qui dirige. Mais, tel que je le connais, Macky Sall, lorsqu'il vous fait confiance, il ne vous interrompt pas, il vous laisse faire. Et c'est ensuite qu'il sait ce qu'il doit faire avec vous. Et il a laissé faire. Et ces gens-là ont mal conduit la voiture qui a heurté l'arbre. Et voilà ce qu'il en est. Et 15 morts comme des passagers. On ne l'a pas vu tirer les conséquences. On l'a pas vu tirer les conséquences de... Comment? On ne l'a pas encore vu tirer les conséquences administratives, politiques. Oui, il a dû le faire. Il a dû le faire. Mais ce sera pour une prochaine fois. Vous savez toujours, quand on a fait une erreur, elle devient la clé de la réussite bien plus tard. Et le prochain Premier ministre de Macky Sall, s'il doit y avoir des changements, probablement après les élections de janvier, il doit être qui, ce Premier ministre-là? Non, mais moi, je n'aime pas ce genre de pronostic parce que ce n'est pas très intelligent comme pronostic. Parce que je pars de... En fait, vous faites des pronostics quand vous voulez aussi à Ahmed Khalifa Niasse. Oui. On peut tirer des pronostics de ce que j'ai dit, mais je ne suis pas catégorique parce qu'en politique, on ne devrait pas être catégorique. Même dans un poème, j'ai dit ne sois pas catégorique. Voilà. Donc,
mon approche, je commence par dire, il y a toujours eu un Premier ministre. Quel changement y a-t-il eu sur les premiers ministres? Et quel dégât y a-t-il eu quand il n'y a pas eu de Premier ministre? Si vous regardez, vous prenez deux photos du pays, une au moment où il y a un Premier ministre, une où il n'y en a pas, est-ce qu'il y a une différence? La réponse est non. Mais gouverner en Afrique aussi nécessite un côté théâtral. Le président lui-même doit être un bon metteur en scène qui met en scène. Et maintenant, il va mettre en scène un Premier ministre. Vous dirigez le FAP, ce parti politique, Front des Alliances Patriotiques, qui ne participe pas à ces prochaines élections communales et départementales. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça fait partie de ce qui se joue sur la scène théâtrale venant de Paris. Vous parliez d'une... Je veux dire, nos élections ici ne sont qu'une mascarade. Ça, tout le monde le sait. Même les Sénégalais les moins avertis le savent maintenant. Avant, dès que quelqu'un le disait, on le mettait en prison. Maintenant, même les vendeurs de fortiers et tout savent ça. Tout le monde sait que nous vivons sous une mascarade politique. Tant que c'est la France qui gouverne ce qui nous gouverne. Est-ce que les dirigeants africains, si ce que vous dites est vraiment établi, pourront se départir un jour de cette mainmise de la France sur la machine Afrique? Mais il n'y en a pas encore. Afrique francophone. Il n'y en a pas encore eu. Revenons un peu à l'histoire. Paul Kagame, par exemple, lui, il a résisté un peu. Oui, mais vous savez, il ne suffit pas d'une hirondelle pour faire un printemps. C'est peut-être une hirondelle, mais ce n'est pas le printemps africain. Ce que je voudrais dire, lorsque la France a dit l'Afrique n'ira pas ensemble, mais ira séparée. Mais elle a commencé par la violence. On a tué Olympio au Togo, oui. Un petit pays. Mais il fallait qu'il donne l'exemple. Vous savez ce qui s'est passé en Centrafrique. Tout le monde était échaudé, comme ceux qui sont allés dans ce qu'on a bouilli. Voilà, ou même frit. Donc, c'est cela. On a mis cette époque Damoclès. Tous les chefs d'État africains ont peur du coup de téléphone qui vient de la rue Monsieur à Paris. La rue Monsieur, c'est là où se trouvent les conseillers à la FOCAR. Chacun détient un pays, le gère, à travers, et ainsi de suite. Donc, ils ont tous peur de ça. Parce que quelquefois, c'est votre garde rapproché qui fait le sale boulot. Et ils ont peur de ça. Ce qui s'est passé en Guinée, par exemple. Le dernier épisode. C'est un des exemples. La Guinée, ce pays que vous connaissez bien, oui. La junte au pouvoir qui a renversé le président Alpha Condé le 5 septembre dernier. Il y a 13 ans, un scénario similaire s'était passé dans ce pays, 2008. Oui. À la mort de Lansana Conté, la prise du pouvoir par les militaires. C'est vous que le président Abdoulaye Wade, c'est vous, Ahmed Khalifa Niasse, que le président Abdoulaye Wade avait envoyé pour discuter avec le capitaine Moussa Dadis Camara, chef de la junte alors. La Guinée va-t-elle sortir un jour de cette instabilité permanente? Tant qu'elle a ces mines, qui constituent par ailleurs un scandale géologique, mais qui sont attribués de manière sauvage, sans qu'il y ait derrière un programme pour financer le développement du pays et améliorer le bien des Guinéens, ce sera toujours une série noire. Les pays qui ont beaucoup de possibilités seront toujours comme ça. C'est le cas de la Guinée, du Zaïre, que sais-je encore, la Centrafrique.
Si le Sénégal a du pétrole, beaucoup de pétrole, il sera déstabilisé. Ah bon? Oui. Il n'en a pas beaucoup pour le moment. Parce que on ne voit pas, pour le moment, le Sénégal pomper 1 million de barils par jour. Mais c'est le seuil fatidique. Tant que vous êtes entre 100 000 barils jour, 200 000 barils jour, vous êtes un nain du jeu. Aujourd'hui, le jeu est mené par la Russie et l'Arabie Saoudite, qui en fin de compte se complètent. Le Nigeria peut être un avertissement pour nous, Boko Haram, le reste. Oui, c'est un exemple. C'est-à-dire, d'un Robin des Bois, il y en aura toujours. Boko Haram, Boko Halal, c'est kiff-kiff. Le Boko Halal, c'est le soldat. Le Boko Haram, c'est le non-soldat, le rebelle. Mm. Oui. Et la Gambie, avant de terminer cette émission, la Gambie, l'élection présidentielle hier, samedi, en attendant les résultats officiels, la Gambie d'aujourd'hui, la Gambie de l'après Yaya Jammeh se porte-t-elle bien? Vous savez, normalement la Gambie est un non-pays. Mais on peut tout positiver. Mais la Gambie... C'est un pays, il n'y a pas de problème. Peut-être que ça ne sert à rien de remettre ça en cause. J'ai dit un non-pays. Vous savez, la Gambie est l'équivalent de Pondichéry. C'est la seule colonie française en Inde. C'est un non-pays. C'est un pays qui est là parce que les Anglais ont vu que la clé de la sous-région, c'était le Sénégal. Ils sont allés s'installer à Saint-Louis. Ce sont les Anglais qui ont fondé Richard Toll. Richard Toll, c'est le nom d'un Anglais. Monsieur Richard Toll, T-O-2-L. C'est eux qui ont créé la Sénégambie d'il y a 300 ans. C'était une Sénégambie où le Sénégal était avec la Gambie. Parce que c'était leurs intérêts. Et comme les Français les ont sortis 3 fois, alors la 4e fois, ils l'ont joué en Gambie. D'ailleurs, la France avait offert le Gabon en échange de la Gambie. Ils ont refusé. Ils ont proposé Pondichéry, dont je venais de parler. Et quoi encore? Oui, le Gabon et Pondichéry, principalement. Ils n'ont pas voulu. Vous savez pourquoi la Gambie est comme ça? Elle est toute petite comme ça. Parce qu'en son temps, un canon ne pouvait pas tirer plus loin que 7 miles. Et la Gambie, c'est justement 7 miles de chaque côté du fleuve pour que quand il y a la navigation, qu'on ne puisse pas tirer sur les navires marchands. Le reste, ça ne les intéressait pas. Ça aussi, je parle pour les jeunes qui ne savent pas ça, parce qu'on ne leur apprend pas ça à l'école. On ne leur apprend pas qui nous sommes, qui nous étions, qui nous pouvions être. Donc le Sénégal a été un enjeu. L'islam est venu à créer le groupe des Almoravides qui sont partis d'une zone située entre Saint-Louis et Podor et qui sont allés jusqu'au sud de la France pour les gouverner. Mais ça, on ne l'apprendra jamais à l'école. Parce que ça veut dire que vous avez une civilisation, vous avez une histoire. La lutte contre le terrorisme, maintenant, le terrorisme au Sahel. La France, dont on a beaucoup parlé dans cette émission, qui réduit sa présence militaire, faut-il craindre une avancée sur le terrain des groupes djihadistes? On a entendu le Sénégal, à travers sa ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, demander de l'aide à la Chine pour que ce pays contribue à lutter contre le terrorisme au Sahel. Le terrorisme n'existe là que là où on veut qu'il soit. Le terrorisme n'est pas une pieuvre folle qui fait mal partout. Alors, si quelqu'un... S'ils font des choses au Niger et au Nigeria, au Tchad, d'autre part, ils font des choses au Burkina et au Mali, et en Côte d'Ivoire, le Sénégal est beaucoup plus simple à pénétrer.
Oui, mais aussi, comme ce qu'on appelle des terroristes, certainement ils le sont, ont toujours dans une zone besoin d'un pays pour le repos du guerrier. Peut-être que le Sénégal est pour le moment le pays du repos du guerrier terroriste. Pour vous, c'est l'explication qu'il faut trouver sur le fait qu'il ne se passe rien. Oui, il y a d'autres détails. Il y a d'autres détails. Le président Macky Sall a bien travaillé ce dossier et a utilisé les bonnes, les bons actes pour que le Sénégal soit épargné. Je ne peux pas parler de détails parce qu'en ce moment-là, je ne veux pas aussi franchir les frontières de l'indécence politique. On ne dit pas tout ce qu'on sait, on peut donner des directions. Vous restez un personnage controversé. Oui. Vos positions, vos prêches qui sont souvent remis en cause parce que justement ça frôle l'extrême. Non, qui n'était pas remis en cause, mais qui dérangeait l'establishment. Parce que ici, les Sénégalais ont installé l'islam bleu, blanc, rouge. Savez-vous que sur les minbars, aucun imam ne pouvait commencer son prêche sans dire juróom-ñaari bleu, blanc, rouge, ñu tuddee ko salatul Fatiha. Les gamous aussi commençaient comme ça. Moi, je suis venu déranger l'establishment. Je connais assez l'histoire. Savez-vous que c'est la France qui a introduit l'islam au Sénégal? Vous ne le savez pas. Oui. Il n'y a aucun chef musulman que l'histoire a retenu pour plus de 300 ans. Il n'y en a pas. Donc, c'est lorsque la France est venue ici, les gouverneurs, y compris Faidherbe, étaient des arabisants qui faisaient leur stage à Alger avant de venir à Saint-Louis. Et donc, ils ont instauré l'islam bleu, blanc, rouge. C'est ce qu'ils appelaient l'islam pacifié. Ils ont essayé de faire un modèle qui s'adapte à la laïcité à la française. Et donc, mon grand-père était de l'autre côté. N'a pas voulu collaborer, il était de l'autre côté. Serigne Bamba aussi, Cheikh Ibra Fall aussi, d'autres aussi. Mais ce qui est important est de savoir que l'islam au Sénégal a été implanté. La première mosquée Djouma au Sénégal, c'est la mosquée de Saint-Louis avec une cloche. Une cloche, oui. Une cloche. En tout cas, on était très content de vous recevoir, Ahmed Khalifa Niasse, dans cette émission qu'on a démarrée sur une note triste. Et pour rester dans ce registre et pour terminer, à parler cette note triste, en début d'émission, la mort de Lamine Diack. Sidi Lamine Niasse, votre frère cadet, fondateur du groupe de presse Walfadjri, qui nous a quittés il y a 3 ans, le 4 décembre 2018. Et hier, un hommage lui a été rendu par ses proches, ses amis, ainsi que par les salariés de Walf. On va terminer par ça. Quel est votre plus beau souvenir sur Sidi Lamine Niasse? Simplement quand on jouait ensemble et qu'il m'arrivait de le taper en tant qu'un grand frère. Ahmed Khalifa Niasse, merci. Merci à Yaya et Abdou à la régie. Restez avec nous, les programmes continuent et le grand jury la semaine prochaine. Bonne fin de week-end. Mi tekan Hamad Rayitin